Bonjour et bienvenue dans les matins du Sénat. Dans quelle mesure nos smartphones, nos ordinateurs portables sont responsables du dérèglement climatique? C'est l'une des questions que se pose actuellement le Sénat. Une mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique a été ouverte. Aujourd'hui, table ronde autour de groupes de réflexion spécialisés sur le sujet. On regarde, on en parle juste après. Nous avons publié 3 rapports. En fait, la première phase de nos travaux avait véritablement pour but d'éclairer un certain nombre de constats et d'avoir une vision quantitative du sujet. La deuxième phase, qui est en cours et qui devrait se terminer à l'été, consiste à explorer des pistes de solutions par rapport au constat que nous avons dressé. Donc je vais couvrir tout ceci dans les minutes qui viennent. Vous avez déjà cité, Monsieur le Président, certains chiffres. Si l'on regarde la façon dont la consommation d'énergie du numérique a évolué depuis quelques années, on s'aperçoit qu'elle augmente en fait à un rythme qui est de l'ordre de 9% par an. Et la continuation de ce rythme de progression impliquerait que en 10 ans, de 2015 à 2025, la consommation d'énergie serait multipliée par 3. Je cite ces deux chiffres parce qu'ils sont tout à fait atypiques, je dirais, de l'évolution d'un certain nombre d'autres secteurs, et en tout cas ils sont tout à fait inverses par rapport à la tendance de consommation énergétique qu'il faudrait avoir si nous voulons avoir une chance de rester en dessous des 2 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Le commentaire qui est en bas du slide est très important, et je pense que Frédéric y reviendra. Lorsqu'on regarde la consommation énergétique, ce qui saute aux yeux, c'est la consommation qui existe lorsqu'on utilise des services ou des équipements, mais il faut avoir conscience qu'une grosse partie de la consommation d'énergie a lieu bien avant cela, au moment de la production des équipements dont on se sert ensuite et qui servent à produire ces services. C'est une des faces cachées du numérique et grosso modo, la phase de production représente un enjeu aussi important que la phase d'utilisation en moyenne, mais peut être plus importante pour certains types d'équipements. Si l'on traduit cette évolution de la consommation d'énergie en évolution de la proportion des émissions de gaz à effet de serre que représente le numérique, on s'aperçoit qu'effectivement aujourd'hui, le numérique représente de 3,5 à 4% des émissions mondiales. C'est donc plus de 50% de plus que le trafic aérien. Si rien n'intervient pour changer les tendances qui sont à l'œuvre, eh bien, il est assez probable que le numérique en 2025 représente une proportion aussi importante que l'automobile aujourd'hui. C'est une conclusion absolument contre-intuitive et à laquelle nous ne nous attendions pas lorsque nous avons entamé nos travaux. Je rappelle, mais je pense que vous le savez tous, que les émissions de gaz à effet de serre devraient baisser d'au moins 5% par an à partir de cette année si nous voulons ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement. Et donc bien évidemment, là aussi, la tendance observée sur le secteur numérique est totalement inverse de celle qui est souhaitable. Vous voyez ici un découpage de la façon dont la consommation d'énergie primaire ou des émissions de gaz à effet de serre intervient. Et en fait, vous avez dans la partie supérieure droite, qui est intitulée production, tout ce qui concerne ce qui intervient donc avant que nous utilisions nos équipements. Et vous pouvez observer que cette partie production représente environ 45% du bilan.
Vous pouvez également observer que la part liée aux terminaux, mais je suis persuadé que Frédéric y reviendra aussi, la part liée aux terminaux est très importante, puisque si l'on additionne la partie production et la partie utilisation, on est quasiment à 60% du bilan des émissions. Ça ne veut pas dire que l'impact des data centers ou l'impact des réseaux est négligeable, mais pour le coup, les terminaux dont on ne peut pas dire qu'ils sont une face cachée du numérique, en fait représentent une grosse partie du sujet et donc du problème. Je précise même que plus il y a une règle empirique qui montre que plus un terminal est petit et plus la proportion représentée par la phase de production dans son bilan énergétique est importante. En ce qui concerne un smartphone, c'est de l'ordre de 80%. En termes d'énergie, et si vous achetez en fait un smartphone en France et que vous l'utilisez en France où l'électricité est fortement décarbonée, eh bien en fait la proportion en termes d'émissions de gaz à effet de serre sera de 99% pour la phase de production. Et donc le choix important en ce qui concerne le smartphone, c'est finalement de l'acheter ou de ne pas l'acheter, c'est-à-dire précisément de définir à quel moment vous souhaitez le renouveler. Alors, pourquoi tout ça? Eh bien, en première analyse, il y a un certain nombre de facteurs techniques qui interviennent. Évidemment, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail sur chacun de ces schémas. Mais ce qu'il faut retenir, donc en haut à gauche, vous voyez l'évolution de la production annuelle des équipements numériques dans le monde. Et il y a au moins 2 chiffres à retenir. En 2010, on produisait environ 1 milliard d'équipements numériques par an. Aujourd'hui, on en produit environ 4 milliards. Et si les tendances se confirment, on en produirait près de 10 milliards en 2030. Et bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'une partie importante du problème énergétique se pose au moment de la production des équipements. Vous voyez tout de suite les implications que ça comporte. Bien évidemment, une fois que ces équipements sont produits, eh bien, ils sont utilisés. Et là, si vous vous reportez au graphe qui est en bas à droite, eh bien, vous pouvez observer que le parc d'équipements numériques devrait atteindre au moins 45 ou 50 milliards en 2030. Il y a d'autres études qui parlent plutôt de 70 milliards, voire 100 milliards. Ce qu'il faut retenir, c'est si l'on regarde le nombre d'équipements numériques aux États-Unis et qu'on le divise par la population, on obtient un ratio qui aujourd'hui est d'environ 13. C'est-à-dire qu'en moyenne, un Américain, mais je compte également les bébés dans cette équation, un Américain possède environ 13 équipements numériques. Eh bien, si les tendances se confirment, dans 10 ans, il en posséderait non pas 13, mais 35. Et donc, une des questions qui se posent, c'est est-ce bien raisonnable ? Donc tout ceci influe bien évidemment sur la partie de consommation liée aux terminaux. En ce qui concerne les data centers, en haut à droite, vous voyez, j'espère, que l'ensemble des données stockées dans les data centers augmente à un rythme effréné de l'ordre de 36% par an. Et que 40% en fait de cette progression est liée à ce qu'on appelle les big data, qui est plus ou moins lié ensuite à des applications d'intelligence artificielle. Et enfin, sur les réseaux, le facteur essentiel de croissance du trafic, qui conduit ensuite à dimensionner les équipements réseau. Le facteur essentiel, ce sont les applications vidéo, qui représentent environ 80% de cette croissance. Applications vidéo qui concernent essentiellement des usages de loisirs, de visionnage de films, par exemple sur Netflix, mais pas seulement, et où les usages entreprises de type visioconférence sont extrêmement marginaux en termes de trafic. Alors, tout ceci vous explique, je pense, pourquoi nous sommes arrivés au constat que la piste à suivre pour
se remettre sur une trajectoire compatible avec les engagements de la COP21, c'est la sobriété. En effet, ce qui se passe depuis quelques années, c'est que la croissance des volumes est supérieure largement aux gains d'efficacité énergétique que l'on réalise dans le secteur. De plus, il est assez probable que ces gains d'efficacité énergétique se ralentissent dans les années qui viennent. Et donc, si jamais nous étions dans une situation où les taux de progression des volumes du trafic, des équipements, restaient ce qu'ils sont aujourd'hui, eh bien, nous aurions une accélération, en fait, de la progression de la consommation d'énergie liée au numérique. Et donc, comme nous n'avons pas le choix, en fait, dans les 10 ans à venir, nous ne pouvons pas compter, et ça c'est un point très important, nous ne pouvons pas compter sur un miracle lié à l'apparition d'une technologie qui brutalement serait industrialisée. La seule façon de revenir à une trajectoire supportable est de mettre en œuvre un principe de sobriété. Sobriété ne veut pas dire abstinence ni décroissance. Il s'agit par exemple de revenir à une croissance de trafic de l'ordre de 15% par an au lieu de 25%. Vous voyez qu'on reste à des croissances à 2 chiffres qui devraient pouvoir permettre de maintenir une croissance économique dans le secteur du numérique et également de poursuivre les transitions numériques des entreprises et des États. Voilà, j'en ai terminé sur les constats. Ensuite, les pistes de solutions, je vous propose, pour ne pas être trop long, d'y répondre lors des questions. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, monsieur. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors, je vais essayer de parler un peu fort, mais il ne me reste pas beaucoup de voix, donc j'espère tenir jusqu'à la fin de ma présentation. Donc, de mon côté, la présentation, les chiffres et les constats qu'on va faire vont, pour 95% d'entre eux, être assez corrélés avec ceux qui sont faits par Hugues Verboeuf du Shift Project. Et vous retrouverez tout le détail de la synthèse que j'essaye de faire en 7 minutes ce matin dans 2 documents qui sont une étude qu'on a publiée en octobre 2019 sur l'empreinte environnementale du numérique mondial et qui corrobore finalement 2 études complètement différentes et on arrive à peu près au même ordre de grandeur avec le Shift, ce qui est plutôt rassurant et intéressant. Et puis l'autre document, c'est un livre blanc qu'on a coécrit avec l'IDRI, la FING, le WWF et donc greenIT.fr et qu'on avait remis en mars 2018 à Madame Brune Poisson et Monsieur Mounir Majoubi sur le sujet de la rencontre entre numérique et environnement, avec 26 propositions pour les pouvoirs publics. Donc je vais vous faire une synthèse de ces 400 pages en 7 minutes. Donc en commençant par les impacts environnementaux du numérique, je vais aller assez vite sur les constats parce qu'on a à peu près les mêmes constats. Je vais juste essayer d'apporter des éclairages supplémentaires. Globalement, quand on étudie l'univers numérique en 2019 ou en 2020, ça change pas grand-chose. On a à peu près 34 milliards d'équipements. Et pour rebondir sur le chiffre qui a été cité sur 15 équipements par Américain, les chiffres, l'ADEME nous a donné des chiffres qui n'ont pas encore été publiés. En France, on est à peu près à 34 équipements par ménage. Et donc, on est à peu par ménage. Et on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, donc concrètement. Donc on a clairement beaucoup d'équipements et souvent beaucoup plus d'équipements qu'on le croit en tant qu'individu. Donc il y a un taux d'équipement qui est très très fort. L'univers numérique, c'est 34 milliards d'équipements. Si on avait à résumer l'empreinte de l'univers numérique, eh bien en fait c'est un pays grand comme 3 fois la France. Vous prenez tous les impacts environnementaux de la France et vous les multipliez par 3 et vous obtenez finalement l'empreinte du numérique mondial, ce qui est extrêmement important. C'est finalement un 7e petit continent après le 6e continent de plastique. Eh bien on a le 7e continent numérique, malheureusement. Et donc ce qui est important, c'est de mettre en perspective ces 4%, à peu près, cet ordre de grandeur, en comprenant la dynamique. Et quand on regarde l'évolution de 2010 à 2025 sur l'univers numérique mondial, on a en gros un triplement des impacts
alors selon l'indicateur, un doublement ou un triplement des impacts, c'est-à-dire qu'entre 2010 et 2025, en 15 ans, on va tripler les impacts liés à la consommation d'énergie primaire, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les tensions sur l'eau douce, l'épuisement des ressources abiotiques, les fameux minerais et terres rares dont vous avez peut-être entendu parler. Et je vais revenir dessus en détail pour compléter la présentation du CFERBeuf. Une fois qu'on a compris qu'il y avait une empreinte qui était importante et qu'il y a un sujet, la question c'est par où on commence. Donc quelle est la principale source d'impact? Et très clairement, on voit qu'aujourd'hui la principale source d'impact, ce sont les terminaux des utilisateurs, ce ne sont pas les data centers, ça n'est pas le réseau. Pourquoi? Parce que sur 34 milliards d'équipements présents en fonctionnement sur Terre, on en a à peu près 32 milliards qui sont des terminaux utilisateurs, c'est-à-dire chacun de nos smartphones, nos ordinateurs qui sont posés sur ces tables, les écrans qui nous entourent. Finalement, c'est ça qui va constituer l'univers numérique et la principale source d'impact. Et quand on regarde la dynamique, il y a un point qui est intéressant, c'est que finalement, si je vous dis informatique, vous pensez à ordinateur, écran. C'est finalement le numérique old school. Ancienne génération, eh bien, c'était la principale source d'impact avant 2015. Et à partir de 2015, on voit un net basculement vers de l'informatique, plus de loisirs. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de très grands écrans dans notre salon. On a un tsunami d'objets connectés qui sont en train de déferler littéralement sur Terre. Et puis, on a maintenant plus de smartphones que d'individus, que de terriens. Et pour reprendre l'expression du CFERBeuf, même les bébés. Hein. C'est-à-dire qu'on a maintenant bientôt pratiquement 2 smartphones par habitant, bientôt, si on projette à quelques années. Donc ces tendances devraient nous faire un petit peu peur, hein, je pense. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a identifié la principale source, les terminaux utilisateurs, et que donc on va pouvoir agir dessus. Alors j'ai passé ce slide auquel vous pourrez accéder ultérieurement, mais en gros, ce qu'on retient, c'est qu'à peu près 2/3 à 3/4 des impacts sont du côté des utilisateurs, concrètement. Alors c'est une très bonne nouvelle. Hein. Pourquoi? Parce que nous, société civile, qui sommes les utilisateurs, nous pouvons légiférer, nous pouvons prendre des mesures en tant que société, finalement la société civile, pour réduire 2/3 à 3/4 des impacts du numérique mondial. Donc c'est une très bonne nouvelle, que ça soit plutôt du côté des utilisateurs que des centres informatiques ou que du réseau, des infrastructures sur lesquelles on a quand même moins la main en tant que société civile. Quand on zoome encore pour comprendre finalement qu'est-ce qui pose problème dans la fabrication de ces 32 milliards d'équipements, eh bien c'est très clairement l'extraction des minerais et plus globalement des matières premières et leur transformation en composants électroniques. C'est ça qui va poser problème. Et donc un raisonnement logique de base nous amène à conclure que globalement, si on veut réduire les impacts environnementaux du numérique, pardon, j'ai un peu vite, sur les slides, si on veut réduire les impacts environnementaux du numérique, il va falloir fabriquer moins d'équipements et les utiliser plus longtemps. C'est la notion de sobriété qui a été déjà présentée. Avant d'arriver à cette conclusion, je voudrais rappeler un point qui est souvent mal perçu par la société civile et qui me semble essentiel, c'est qu'il y a finalement 2 enjeux. On m'a demandé d'intervenir pour parler du changement climatique. Finalement, je ne vais pas vous parler du changement climatique, parce que Hugues Ferbeuf, le Shift Project en a parlé. Je voudrais porter votre attention sur un autre sujet qui nous semble tout aussi critique et tout aussi important, c'est l'épuisement des ressources abiotiques. Au rythme où nous consommons les principaux minerais qui permettent de fabriquer le monde moderne, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les véhicules électriques, mais aussi tout le numérique, tous les ordinateurs, les smartphones, à ce rythme-là, à coût actuel, technologie actuelle, dans 30 ans, on n'a plus de stock. Ça fait 40 ans que les principaux conflits armés dans le monde géopolitique sont finalement, dont leur source, c'est l'accès aux ressources, à ces ressources. Et ce qu'on a du mal à prendre, on a du mal à prendre conscience que le numérique est une ressource critique, non renouvelable, puisqu'elle est fabriquée avec des minerais qui seront bientôt épuisés, et que cette ressource sera épuisée dans 30 ans. Donc il y a une notion de criticité de ressources, de la ressource numérique, qui est absolument pas perçue aujourd'hui et qui me semble absolument essentielle. Pourquoi? Parce que j'ai le regret de vous dire que vous êtes des drogués du numérique, comme moi, nous sommes tous des drogués du numérique, et que si l'humanité décidait aujourd'hui d'un commun accord, vous imaginez déjà l'enjeu, hein, de se sevrer du numérique et de se passer du numérique dans 30 ans, on n'y arriverait pas. 30 ans, ça ne serait pas assez à l'échelle de l'humanité. Que se passera-t-il
quand nous n'aurons plus de ressources numériques pour contrôler le trafic aérien, pour gérer la cité au sens large, simplement communiquer, transférer, transformer des informations. Comment ferons-nous ? Et donc il y a un enjeu pour nous de criticité de cette ressource qui est absolument géniale parce qu'elle nous permet de transmettre beaucoup d'informations, de faire des calculs qui nous permettent de relever les grands défis du XXIe siècle. Et on est en train, d'une certaine façon, de la gâcher, de l'épuiser. De plus en plus, c'est ce qu'on constate dans notre étude, pour des usages de loisirs. Alors sans jeter l'opprobre sur les usages de loisirs, on pense qu'on est arrivé à l'heure du choix, un choix où il y a un vrai débat sociétal, et c'est rassurant qu'on soit aujourd'hui en train d'en parler au Sénat, il y a un vrai débat de société sur qu'est-ce qu'on fait avec les dernières réserves de numérique, concrètement. J'arrête d'insister sur ce point, mais il nous semble vraiment absolument critique. Et donc, clairement... la solution de fond, c'est moins d'équipements qui fonctionnent plus longtemps. Et comme l'a dit Ferbeuf, c'est l'idée de la sobriété. Et la sobriété numérique, c'est pas le retour au goulag, c'est simplement prendre conscience de la criticité et de l'épuisement de cette ressource, prendre conscience de ses impacts pour orienter nos choix, orienter nos usages. Donc on a un certain nombre de recommandations qu'on souhaite faire au pouvoir public, et j'en aurai fini. La première, c'est de finalement réduire le nombre d'objets connectés, puisque quand on regarde la croissance très forte, le Shift Project citait une étude américaine avec 15 équipements par Américain aujourd'hui, 35 à un horizon que j'ai pas retenu, mais disons dans la décennie qui vient, 2030. C'est lié à quoi ? C'est lié essentiellement à l'arrivée de tous ces objets connectés, donc au fait qu'on met du numérique partout, dans les véhicules, dans les réfrigérateurs, dans les montres, partout, concrètement. Et donc il y a un enjeu à réduire le nombre de ces objets connectés. Alors l'idée, c'est pas d'avoir un big crunch économique de l'industrie numérique, c'est simplement de se poser la question de lesquels sont vraiment intéressants pour l'humanité et comment on peut les mutualiser, par exemple. Est-ce bien raisonnable en 2020 d'avoir chacun un boîtier TV, une box ADSL dans son domicile, dans un immeuble où on a 100 foyers? Est-ce que c'est raisonnable d'avoir 500 box ADSL, 500 boîtiers TV, etc. On peut se poser ce genre de questions. Le deuxième sujet, c'est les écrans. Un des enjeux majeurs, c'est de réduire le nombre et la taille des écrans, qui sont une des sources prépondérantes d'impact du numérique. Ensuite, d'augmenter la durée de vie. Alors, augmenter la durée de vie, c'est très... Pardon. Non, allez-y. Ok. Les sénateurs se font inscrire pour ensuite vous interroger. C'est pas pour vous interrompre. Moi, je connais pas le protocole. Non. Donc augmenter la durée de vie. Augmenter la durée de vie, c'est très simple. On a un outil qui permet, un contrat de confiance qui permet d'augmenter la durée de vie, c'est la garantie. La durée de garantie légale. Il suffit d'utiliser ce mécanisme pour créer de la confiance et allonger la durée de vie des équipements. On a plein d'autres mécanismes. Et puis on a un dernier sujet qui n'a pas été abordé et qui nous semble absolument critique, c'est l'éco-conception des services numériques. Donc le sujet de l'éco-conception des services numériques, qu'est-ce que c'est ? C'est que, je suis désolé, j'ai un handicap et il y a du bruit à côté, je ne peux pas parler si vous parlez pendant que je parle. Je m'excuse, je ne veux pas être mal poli, mais je suis handicapé. Donc, le sujet de l'éco-conception des services numériques, qu'est-ce que c'est ? C'est concevoir différemment nos actes numériques quotidiens, inscrire ses enfants à la cantine, prendre rendez-vous chez le médecin, trouver l'horaire d'un train. On est aujourd'hui techniquement capable en France, et on est en pointe par rapport au reste du monde, de faire avec 200 à 1000 fois moins de ressources informatiques les mêmes gestes, exactement les mêmes gestes. On a des cas concrets qui le démontrent. Et donc, il y a un enjeu de compétitivité nationale, il y a un enjeu presque de rayonnement de la France à l'international sur cette notion d'éco-conception de services numériques. On a pris de l'avance, notamment à cause ou grâce à la nature de notre kilowattheure électrique, qui nous a amené à regarder ailleurs et à avoir une démarche plus profonde et plus systémique que celle qu'on peut avoir aux États-Unis, etc. Quand je dis ça, c'est suite à des échanges avec le MIT, avec des personnes de Stanford, donc vraiment des universités qui font référence dans le monde et qui nous envient un savoir-faire qu'on a développé en France. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu à regarder cette pépite, s'en emparer pour pouvoir réduire l'empreinte numérique mondiale en assemblant notamment ce qu'on appelle nous l'éco-conception factor 4, de la low-tech, donc des technologies très simples avec de la high-tech. Et pour conclure et vous donner un exemple, on a une intelligence artificielle de Google qui détecte mieux les cancers que les oncologues. C'est franchement génial, ça va sauver des vies. Le numérique est utile à l'humanité. Mais en France, comme on n'a pas d'argent mais qu'on a des idées, on a aussi de brillants chercheurs de l'Institut Curie qui ont entraîné 2 chiens
de Berger-Malinois, c'est le projet CADOC, qui détecte mieux, plus précocement, plus de formes de cancer avec moins de faux positifs que l'intelligence artificielle de Google. Le sujet d'aujourd'hui, c'est doit-on être dans une société technophile, 100% technophile, qui ne croit qu'en la technologie qui va nous sauver, finalement, qui va assurer la résilience de l'humanité? Ne doit-on être que décroissant? Nous, on pense qu'il y a une voie médiane, en fait, qui est l'assemblage intelligent de toutes les solutions qui sont à notre disposition pour relever les grands défis du XXIe siècle. C'est d'assembler le projet CADOC de l'Institut Curie, qui est absolument brillant et qui a très peu d'impact, avec l'intelligence artificielle de Google et évidemment avec l'intelligence humaine au milieu des oncologues. Et on pense que la sobriété numérique, pour nous, c'est ça. C'est être capable de ne pas jeter, il ne faut pas jeter le numérique, mais il faut l'utiliser à bon escient parce qu'on n'a plus beaucoup de réserves numériques. Voilà, je conclurai là-dessus en vous rappelant simplement qu'il y a 50 ans, en 1969, on a conquis la Lune avec des calculateurs humains, les femmes de l'ombre, vous avez peut-être vu le film, avec de l'innovation frugale et Jugad, des règles à calcul qui permettaient, grâce à un usage ingénieux du logarithme népérien, d'accélérer fortement les calculs des ingénieurs, et avec de la high-tech, un ordinateur de bord de la mission Apollo qui avait une capacité de stockage de 70 kilooctets. Imaginez le poids d'un mail aujourd'hui. On a conquis la Lune avec un mail, finalement, il y a 50 ans. Et donc, il y a 50 ans, on a mis en œuvre, enfin l'humanité, les Américains, pour conquérir la Lune, ont mis en œuvre ce qu'on propose aujourd'hui, cette démarche de sobriété numérique qui permet d'assembler de la low-tech et de la high-tech. Voilà, j'ai fini, merci. Merci beaucoup, messieurs, pour ces interventions très intéressantes, mais un peu effrayantes. Mais il fallait bien sûr les faire et je vous en remercie. J'ai beaucoup de demandes de prise de parole. Je vais donner tout de suite la parole à Patrick Chaise en tant que président de la mission d'information sur l'empreinte carbone du numérique et ensuite je donnerai la parole aux deux rapporteurs de la mission. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour effectivement cette présentation. Et je voudrais effectivement rebondir sur ce que vient de dire le Président pour dire que j'ai plutôt perçu une présentation assez à charge contre le numérique. Et je vais essayer de m'en faire un peu l'avocat pour que vous puissiez nous apporter des précisions sur, en fait, les aspects positifs, dans le sens où on a bien compris qu'il y avait un impact environnemental certain de la part de l'utilisation du numérique, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, mais je suis convaincu, pour ma part, que le numérique apporte également des solutions. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire finalement le comparatif entre les plus et les moins et de voir quel est le bilan, peut-être pour certaines applications, plus que pour d'autres d'ailleurs, il faut effectivement le préciser. Donc, ma question serait plutôt de savoir si justement, fort de cet aspect, vous pensez qu'il serait intéressant qu'on fasse de façon systématique des bilans préalables à donc l'utilisation d'un concept numérique. Deuxième question, ça concerne plutôt l'étude du Shift Project sur l'impact de la vidéo, avec donc deux pistes envisageables de régulation. Une régulation par les vecteurs, une régulation possible par les vecteurs ou une régulation par le contenu. Je voudrais que vous puissiez nous en dire un peu plus sur ce point-là. Et enfin, je voudrais que vous puissiez nous dire si, comme le demande l'ARCEP, il faudrait étendre les pouvoirs du régulateur sur les terminaux qui, donc vous l'avez spécifié, ont un impact très important dans le bilan énergétique. Merci. Je vais donner la parole au rapporteur et comme ça il y aura une réponse globale à ces trois interventions. Monsieur Houllegatte. Oui, merci Monsieur le Président. Merci à Monsieur Bordage et à Monsieur Ferboeuf de nous démontrer, fin de compte, la nécessité et l'utilité pour la Commission de s'emparer de ce sujet. Moi, j'ai une double question. La première, et vous l'avez dit, Monsieur Bordage, en disant que, fin de compte, 2 tiers, et la chance, 2 tiers, entre guillemets, des impacts sont liés aux utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, d'une certaine façon, mobiliser, motiver
les utilisateurs. Alors on peut les motiver par la peur, certes, mais ça suffit pas. On peut essayer de les motiver et de les mobiliser par l'enthousiasme. Et les motiver par l'enthousiasme, ça demande de trouver des pistes qui sont pas faciles, parce qu'on a tous fait, et je crois, je rejoins ce que disait Patrick Chess, c'est-à-dire qu'il faut pas faire le procès du numérique. Le numérique va nous permettre de grandes avancées. On a tous fait la promotion du numérique, le développement des usages, c'est lié à, je dirais, à des modifications de comportement, notamment chez les utilisateurs. Donc, comment essayer, dans la société civile, de mobiliser les milliards d'utilisateurs autour de ce concept de sobriété, et quelles sont les pistes qui peuvent leur permettre de changer leur comportement et d'une certaine façon de les valoriser par un comportement vertueux. Donc c'est tout l'enjeu. Puis la deuxième question, elle est peut-être liée à l'évolution des technologies. On parle beaucoup de la 5G. Est-ce que vous voyez dans la 5G notamment et la multiplication des équipements actifs quelque chose qui va augmenter ou plutôt atténuer les impacts du bilan carbone du numérique? Merci, Monsieur Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants qui posent bien le cadre du débat sur notre mission d'information et les enjeux liés à l'empreinte carbone du numérique. Moi, j'ai deux questions. La première sur les réseaux sociaux et les sites de streaming vidéo qui représentent aujourd'hui la majeure partie des données consommées dans le monde et jouent à ce titre un rôle important dans la croissance de l'impact environnemental du numérique. Or, le développement de ces usages s'est largement appuyé sur des procédés mis en place pour orienter les comportements vers la consommation avec l'autoplay ou mécanismes de recommandation sur YouTube ou Netflix, avec aussi les mécanismes de notification sur Facebook. Donc certains psychologues et neuroscientifiques parlent même de stratégies de manipulation du consommateur fondées sur l'addiction, et vous avez vous-même dans votre exposé liminaire parlé de droguer du numérique. Selon vous, les pouvoirs publics doivent-ils limiter l'emprise addictive de ces contenus pour concilier numérique et environnement? Et le cas échéant, comment peut-on réguler ces contenus, ce qui permettrait, et vous l'avez évoqué également, de limiter le trafic du flux numérique? Ma deuxième question porte sur le bilan environnemental des data centers. Pouvez-vous nous indiquer la part des données traitées et stockées en dehors du territoire national? Et selon vous, la relocalisation des données en France, en Europe ou en France, présente-t-elle un intérêt environnemental? Et le cas échéant, quels pourraient être les leviers pour favoriser cette relocalisation? Merci. Merci. Messieurs, lequel de vous veut commencer? Alors, je peux commencer, si vous le souhaitez, sur la première question qui était est-il souhaitable de réaliser un bilan systématique avant la mise en œuvre d'un service numérique au sens large? Alors oui, c'est tout à fait souhaitable. D'ailleurs, dans les recommandations qu'on avait remises à Madame Brune-Poirson et Monsieur Mounir Majoubi il y a 2 ans maintenant, en mars 2018, on conseillait fortement au pouvoir public à la fois de former les étudiants qui sortent d'écoles d'ingénieurs à ces méthodologies qui existent. Il y a un standard ISO 14044, donc c'est des méthodos standards qui existent au niveau international qui font consensus. Il faut absolument former les ingénieurs à la mise en œuvre systématique de ces évaluations qui permettent de calculer les impacts directs négatifs, forcément, mais aussi de calculer ce que vous avez abordé, qu'on appelle techniquement les impacts évités, qui sont les impacts positifs, finalement, de cette technologie. On sait le faire, on a les méthodos, ça fait des années qu'on a ces méthodologies. Malheureusement, on ne forme pas les étudiants en école d'ingénieur, etc., à ce sujet-là. Et par ailleurs, il n'y a aucune obligation, avant une mise sur le marché, d'un thermostat connecté qui va sauver le monde et qui l'affirme haut et fort. Il n'y a aucune obligation de démonstration. Voilà, quelque part un peu comme un médicament, on a l'habitude de dire que le numérique c'est un pharmacon, c'est-à-dire c'est comme un médicament, ça va avoir des effets positifs qui vont permettre de soigner, de réparer, d'améliorer une situation, mais ça a aussi des effets secondaires le numérique. Et comme pour le médicament, on a une étude d'impact avant la mise sur le marché, on devrait quelque part généraliser une démarche d'impact, une étude d'impact avant la mise en place d'un service numérique, pour répondre à votre question, la première question.
Les préconisations que vous avez remises à Mme Poirson et M. Majoubi ont eu quelques effets? Alors oui, certaines ont été suivies, mais certaines qui nous paraissent absolument critiques, comme celle-là, par exemple, n'ont pas été suivies. Bon, voilà, c'est il y a 2 ans, c'est parfois un peu long de mettre en place certaines mesures. Tout n'a pas été suivi, et donc là, je me permets d'insister sur certaines des mesures qui nous semblent vraiment critiques et qu'il faudrait mettre en œuvre. Est-ce que c'est un document public? Oui, tout à fait, c'est un livre blanc public, tout à fait. La plus grande difficulté qu'on a, en fait, l'enjeu numéro 1 de mon point de vue, je dépasse le cadre de votre question, c'est l'information, une information de qualité pour que les décideurs économiques, politiques, les médias, les prescripteurs, l'ensemble des personnes qui font la société puissent penser le sujet correctement. Aujourd'hui, les gens pensent qu'en supprimant leur mail, ils vont avoir un impact qui est je vais rester poli, mais ce qui n'a pas d'intérêt concrètement. Et donc il n'y a plus de hiérarchie dans les gestes que mettent en œuvre, qu'on présente comme des solutions. Et quand il n'y a plus de hiérarchie des solutions, alors on fait du surplace, quoi. Et donc on a absolument besoin d'informer correctement l'ensemble de la société sur ce sujet-là, en mettant en avant les priorités. Et informer les citoyens. Monsieur Ferboff? Oui, Monsieur le Président, si vous permettez, je vais m'appuyer sur un slide que je n'ai pas présenté. Tu vas juste au-dessus. Ouais. Celui-là. Ouais. Je crois qu'on a déjà décrit la situation à laquelle on voudrait arriver, c'est-à-dire situation où effectivement les comportements en termes d'achat, de renouvellement de terminaux sont plus sobres, le fait que des bilans prévisionnels tout à fait nécessaires soient mis en œuvre, etc. La difficulté en fait, à laquelle on se trouve confronté, c'est que le fonctionnement du numérique aujourd'hui est totalement systémique. C'est-à-dire qu'il est extrêmement compliqué de demander à un acteur, quel qu'il soit, de changer son comportement, parce qu'il est bien question de changement de comportement, si l'ensemble du système ne va pas dans le même sens. Et donc c'est vraiment avec cette image qu'on est en train de travailler sur un certain nombre de propositions qui viennent un peu en amont de ce que Frédéric en fait a mentionné. Si on prend par exemple le cas des entreprises, évidemment toutes les entreprises font leur transition numérique et vont continuer à la faire parce que ça n'est pas quelque chose qui est terminé, nous n'en sommes qu'au début. Et il serait donc souhaitable qu'elles, comme d'autres acteurs, au moment où elles conçoivent des produits dans lesquels elles injectent une composante numérique, fassent effectivement un bilan carbone prévisionnel de ce produit. Mais une condition préalable est que la conscience de la nécessité de le faire, si je puis dire, existe dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut en fait que l'entreprise puisse intégrer dans la formulation de sa stratégie la prise en compte de la dimension environnementale et en particulier du numérique. Puisqu'aujourd'hui, une bonne partie des initiatives vues comme étant des initiatives de croissance s'appuient sur une composante numérique. Et donc, il faut d'une part que l'ensemble des acteurs au sein de l'entreprise soient convaincus de la nécessité de le faire, je dirais du salarié lambda à la direction générale, au conseil d'administration. Et puis ensuite, il faut pouvoir faire rentrer dans les processus de décision existants et dans les outils la prise en compte de cette dimension environnementale. C'est très compliqué dans une entreprise, j'ai vécu longtemps, de promouvoir un outil qui se rajoute en fait à un ensemble de pratiques qui existent déjà. Donc ça c'est un premier point. Si vous prenez les collectivités locales, je suppose que vous les connaissez mieux que moi, mais beaucoup sont exposés depuis un certain temps à des propositions de fournisseurs divers et variés qui leur expliquent que la seule façon de rendre leur territoire plus efficace, c'est entre guillemets de le smartiser.
donc de faire de la smart city, de la smart mobility et de la smart je ne sais quoi. Là aussi, il faut, et c'est sans doute un des points le plus important, il faut effectivement créer les conditions pour que on se pose la question très en amont, en fait, des conditions dans lesquelles un tel projet va effectivement avoir un impact environnemental positif. Et la solution ne va pas tenir simplement à la qualité de la technologie, mais également à la gouvernance et à la politique d'usage de cet outil SmartX. Je prends un exemple. Un concept de smart mobility, vous pouvez mettre des senseurs dans tous vos feux de circulation, vous pouvez coupler ça à un algorithme et vous pouvez donc améliorer la fluidité du trafic. Donc ça fait baisser la consommation d'essence des véhicules, etc. Mais il y a ce qu'on appelle, et c'est particulièrement sensible dans le numérique, l'existence en général d'un effet rebond, c'est-à-dire que plus on améliore l'efficacité en fait d'un composant, et en fait plus on renforce notre capacité à l'utiliser de façon plus intensive, ce qui in fine va produire une augmentation de la consommation d'énergie. Et dans le cas précis, qu'est-ce qui va se passer si on se borne à considérer que cette initiative de Smart Mobility est une initiative technologique? Eh bien, au bout d'un moment, le nombre de voitures circulant dans la ville va augmenter, puisque la circulation étant devenue plus fluide, on pourra s'y rendre plus facilement. Et donc, au bout d'un moment, vous serez revenu au même niveau de fluidité qu'avant l'initiative SmartX, simplement vous aurez plus de voitures et donc vous aurez une consommation plus importante. D'accord ? La façon d'éviter ça, c'est de coupler cette initiative avec une mesure qui va probablement, d'une façon ou d'une autre, faire en sorte que le nombre de voitures pouvant entrer dans la ville est limité. Et à ce moment-là, si vous raisonnez effectivement sur un système à volume constant, vous allez pouvoir améliorer l'efficacité de ce système. Et quand je dis ça, vous voyez bien que la difficulté, ça ne va pas être tellement d'équiper les feux de circulation de senseurs, ça va être de prendre les décisions, de limiter les flux d'entrée dans la ville. Voilà, donc il faut effectivement finalement se poser des questions de bon sens sur ces initiatives numériques et se dire que la technologie doit véritablement être au service d'une politique et pas l'inverse. Voilà, c'est une réponse un peu générale, mais je pense qu'il couvre un certain nombre des questions qui ont été posées. Merci, je vais donner la parole aux autres membres de la commission qui ont souhaité vous interroger. Je vais commencer par Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous deux pour ces présentations. Le numérique est souvent vu comme un vecteur important de désenclavement, de développement territorial. Donc il est vital pour l'implantation des entreprises, pour les commerces, services publics, mais aussi tout simplement pour le citoyen. On doit donc se poser la question, nous, du rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales, les collectivités locales, dans cette quête de sobriété. Parlez dans le micro, M. Gold, on vous entend pas bien. Excusez-moi. Donc on doit se poser la question du rôle que peuvent jouer les collectivités locales dans cette quête de sobriété. Moi, j'aimerais vous poser une question, c'est comment, selon vous, les collectivités, notamment celles qui sont un peu plus reculées, un peu en zone rurale, peuvent agir pour concilier la poursuite du développement du numérique sur leur territoire, nécessaire à leur survie, souvent, avec cette sobriété, à l'heure où la plupart des services sont désormais numériques et où les politiques publiques, dans leur ensemble, favorisent le développement et l'usage du numérique comme outil justement d'aménagement du territoire. Monsieur Boyer. Oui, merci Monsieur le Président. Vous nous avez parlé de 34 équipements par ménage. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par équipement? Parce que je trouve que ça fait beaucoup, mais je pense que vous allez pouvoir nous le dire. Et aussi, quelles ressources sont utilisées pour l'ensemble de ces équipements? Parce qu'on risque d'arriver effectivement à un épuisement dans quelques années. Deuxième question, quelle est la part des ressources dans les diverses solutions de transition énergétique, l'éolien,
panneaux photovoltaïques, etc. Et troisième question, vous nous avez dit qu'une des solutions, c'était la sobriété. Or, aujourd'hui, l'économie fait que n'est pas du tout orientée vers la sobriété, bien au contraire. Elle est orientée vers une consommation de plus en plus importante. On n'est pas déjà équipé avec un smartphone 9G ou 10G, que tout de suite il y a le 12 qui sort. Enfin bref, c'est un renouvellement perpétuel. Et je ne parlerai pas des véhicules électriques, parce que s'il y a effectivement un renouvellement important au niveau des véhicules et dans les évolutions qu'il va y avoir, est-ce que ça serait peut-être intéressant de revenir à la 2 chevaux? On serait beaucoup plus tranquille et on aurait une sobriété beaucoup plus importante. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Gontard. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour cette présentation complète. Vous avez beaucoup appuyé effectivement sur la sobriété et puis sur le fait que c'était vraiment sur le nombre de matériel et les utilisateurs que l'impact était le plus fort. Et c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup parlé de la question des logiciels. Et c'est vrai que ça me paraît quelque chose d'important, puisqu'on a un certain nombre de matériels, que ce soit smartphone, que ce soit ordinateur, qui deviennent obsolètes parce que justement les logiciels qui se renouvellent continuellement ne permettent plus d'utiliser ce matériel-là. C'est vrai qu'il y a eu un amendement qui était passé intéressant au Sénat, hein, qui obligeait à avoir des logiciels au moins pendant 10 ans, qui a disparu à la CMP, mais je pense qu'il pouvait être intéressant. Et je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là, en tout cas, si on veut justement qu'il y ait un moins de renouvellement en termes de matériel, et peut-être aller réfléchir aussi sur les logiciels libres. Et puis une autre question, parce que vous n'avez pas répondu, elle a été posée, mais sur la question de la 5G. C'est vrai que plusieurs experts nous disent que, en gros, la 4G est tout à fait suffisant pour nos usages courants et que la 5G, à part pour certaines applications comme la médecine à distance, où ils citent aussi la TV en haute définition dans le TGV, qui est peut-être pas forcément quelque chose des plus importants, mais savoir si du coup sur la 5G, il y a eu justement des études, une projection, une évaluation sur l'impact de la 5G en matière justement de rejet carbone. Merci. Bien, je donne la parole à Monsieur Louis-Jean Nicolaï, et puis après on fera les réponses à cette première série de questions. Monsieur Nicolaï. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne sais pas si le téléphone arabe va revenir en priorité à cause de ces problèmes-là, mais enfin on ne sait jamais. Moi j'ai juste 2 questions. Je rejoindrai la question de notre collègue Gillet sur l'organisation internationale, et notamment avec les entreprises fabricants de logiciels, fabricants aussi de smartphones et autres ordinateurs. Il y a les 2 grands qui sont Apple et Samsung. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de leur part sur ce problème aussi de transition énergétique et puis plutôt de consommation énergétique fort, parce qu'ils nous sortent à quasiment tous les ans un nouveau modèle avec une obligation, si je puis dire, presque de consommation, parce que sinon on n'a pas assez. Je crois que c'est une question sur comment les entreprises et qui, au niveau international, peut faire prendre conscience pour ces entreprises. Est-ce que c'est en effet l'OMS? Est-ce qu'il y a déjà des réflexions internationales sur ce problème? Parce qu'on le voit avec les voitures, enfin, c'est donc quand même les constructeurs qui font évoluer la diminution de consommation pour les voitures. Et donc, je voudrais savoir s'il en est de même pour les appareils. Je pense que par rapport à la problématique qu'on a commencé à exposer ce matin, véritablement 50% au moins de la solution passe par la prise de conscience. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on vous a dit ce matin, en général, on ne le soupçonne pas. Ça fait partie de la face cachée du numérique. Autant lorsqu'on utilise une voiture, même si c'est une 2 chevaux, on voit qu'elle consomme de l'essence. Quand on utilise son smartphone pour visionner un film en haute définition, on n'imagine pas qu'on est en train de consommer 2000 fois ce que le smartphone lui-même consomme. Donc, vraiment, pour moi, la priorité des priorités, la première chose à faire, c'est de provoquer cette prise de conscience. Et je crois que vous disiez tout à l'heure, quand je regarde ce que Carbon Analyzer me dit, je suis plus qu'interpellé
par rapport aux résultats. Et effectivement, ne serait-ce que savoir que un smartphone qui pèse 130 grammes, c'est en fait 80 kilos de dioxyde de carbone, bon, c'est quelque chose qui ne saute pas aux yeux. Mais une fois qu'on le sait, et une fois que l'on a conscience de, je dirais, son enveloppe carbone possible à laquelle on a droit, on se rend compte que ça représente une part tout à fait disproportionnée par rapport à ce que l'on pensait. Donc je crois que ça c'est la première chose, et en fait ça fait partie, je me réfère encore à ce schéma que vous voyez, à l'action qu'il faut avoir sur les croyances. Aujourd'hui, on a un certain nombre de croyances, et certaines d'entre elles sont fausses. Ensuite, bien évidemment, bon, il faut que les valeurs que l'on a nous poussent à aller dans la bonne direction. Et effectivement, quelque part, il faudra être dans une situation où on se dit effectivement, c'est mieux de contrôler mon usage du numérique et mon usage de la vidéo de façon à réduire le réchauffement climatique plutôt que le contraire. Quelque part, c'est comme ça que finit par se poser la question. Donc ça, c'est vraiment le premier point, la nécessité d'information. Et je pense que même si aujourd'hui, comme Monsieur le Président vous avez remarqué au départ, le sujet est beaucoup plus couvert médiatiquement qu'il ne l'était il y a encore 1 ou 2 ans, c'est un sujet sur lequel on pourrait parfaitement imaginer des campagnes d'information publique qui permettrait de démultiplier le message que l'on vous a donné ce matin et qui permettrait à tout à chacun de prendre conscience de tout ça. Après tout, il y a des campagnes d'information sur beaucoup de choses, notamment sur l'alimentation, sur une campagne qui a commencé, effectivement, la nécessité de garder un certain nombre d'équipements plus longtemps. Ben, tout ceci doit aussi s'appliquer au numérique. Le deuxième point que je voudrais évoquer concerne les fournisseurs. Alors, clairement, il ne faut pas être naïf. Certains de ces fournisseurs ont un business model qui n'existe que parce qu'il y a une incitation à l'accroissement sans cesse des volumes. Donc on ne peut pas tellement compter sur eux pour prendre l'initiative d'un changement radical. Si on prend les fabricants de terminaux, aujourd'hui, les équipements numériques représentent une part significative de l'empreinte carbone d'un Français. Je parle bien de l'empreinte, je ne parle pas de l'inventaire. Dans les 5 tonnes liées aux intrants, il y en a probablement au moins 20% qui sont liés à des équipements numériques. Et donc, il faut se poser la question de savoir, mais c'est un sujet plus vaste que celui du numérique lui-même, si une taxe carbone aux frontières sur ces équipements n'a pas lieu d'être. En ce qui concerne les fournisseurs d'informations à travers les sites, on a signalé effectivement dans notre rapport sur la vidéo l'existence d'un certain nombre de techniques qui ont pour but de déclencher l'addiction. Des gens qui ont quitté ces fournisseurs se sont exprimés publiquement sur l'existence de ces techniques. Il n'est pas normal qu'on puisse continuer à autoriser ce genre de manipulation. Et donc c'est un exemple de mesure qui est à prendre. Une autre mesure qui est à prendre, c'est interdire l'autoplay sur les sites. Aujourd'hui, vous allez sur un site, n'importe lequel, avant même d'accéder à l'information que vous cherchez, vous avez une vidéo qui se déclenche, qui va vous expliquer en 2 minutes ce que vous auriez pu comprendre en 20 secondes en lisant la chose plutôt qu'en l'écoutant. Et au passage, ça va consommer énormément, beaucoup d'énergie en plus par rapport à cette alternative. En ce qui concerne il ne faut pas oublier les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas dans le secteur numérique. Ça n'est pas, ça n'est pas le sujet principal aujourd'hui, mais il faut bien s'imaginer toutes les entreprises réalisant leur transition numérique. Dans quelques années, la consommation numérique d'un individu
ne sera pas faite uniquement de ce que fournissent les GAFA. Elle sera faite de tout un tas de choses qui seront fournies par des acteurs qui, au départ, n'étaient pas des fournisseurs numériques. D'où la nécessité de faire entrer la prise en compte de l'impact environnemental dans la définition des stratégies numériques aujourd'hui des entreprises. Dernier point, je n'ai pas tellement parlé des aspects de réseau. Il y a deux points qui me semblent importants. Là encore, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est-à-dire que très clairement, oui, le numérique est un moyen de désenclaver un certain nombre de territoires. Et foncièrement, ce n'est pas forcément ça qui coûte cher, je dirais, en termes d'impact environnemental du numérique. Et donc la première priorité serait sans doute de résorber très rapidement les zones blanches, voire les zones grises, et ceci en 4G, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement encore un certain nombre d'endroits où on ne peut pas simplement faire ce que l'on peut faire ailleurs parce que la capacité réseau n'est pas là. Maintenant, est-ce que pour autant il faut faire la 5G partout ? Non, je renforce ce qu'a dit Frédéric Burdage. À échéance de 4-5 ans, la 5G ne permettra pas d'inventer des applications dont nous ne disposons pas aujourd'hui sur la 4G. Simplement, elle permettra de le faire avec beaucoup plus de vitesse et beaucoup plus de richesse de contenu. C'est-à-dire concrètement, au lieu de regarder un film en ultra haute définition, vous pourrez le regarder en 8K et puis ensuite vous pourrez assister à un spectacle en réalité virtuelle et consommer par là 10 fois plus de données que si vous le regardiez simplement en haute définition. Mais clairement, ça n'est pas forcément de cela dont nous avons besoin prioritairement. Or, là, les faits sont têtus. Les équipements 5G consomment effectivement plus que les équipements 4G. Et donc, on aura beau nous dire que oui, ils peuvent faire 10 fois plus de choses que les équipements 4G, et donc leur efficacité énergétique est bien meilleure, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins que substituer de la 4G par de la 5G aboutira à multiplier par 2 la consommation d'énergie. Et donc, si c'est ça, véritablement, qui est le juge de paix dans les décisions que nous devons prendre, eh bien clairement, il ne faut pas faire la 5G de la façon dont on s'apprête à la faire. Merci beaucoup. Je vais donner la parole donc à toute une autre série de sénateurs qui ont demandé la parole. Monsieur Berry-Debat. Oui, merci Monsieur le Président. Merci aux deux intervenants qui nous éclairent et qui peuvent nous faire peur également et qui peuvent remettre en question un certain nombre de décisions qui sont prises à l'échelle des collectivités territoriales. Le déploiement de la fibre, le déploiement à espérer de la 5G avec l'utilisation de la 4G. L'incitation au télétravail, dont ça peut remettre en cause un certain nombre de choses. Bon, vous avez répondu en grosse partie aux usages. Je voudrais revenir sur la fabrication. Bon, on sait que les ressources abiotiques sont en voie de disparition. Vous avez dit une génération, une trentaine d'années. Alors, est-ce qu'on peut vraiment recycler ces minéraux précieux à travers les gisements que représente l'obsolescence des micros, des tablettes, etc. Est-ce que là, il y a une ressource en termes d'économie circulaire qu'on a laissé de côté? Est-ce que ça peut suffire? Parce que même si on arrive à réduire de façon drastique les usages, on aura toujours besoin, je dirais, d'informatique, de micros, peut-être pas de tablettes, mais de micro-ordinateurs. Donc, est-ce qu'on a des possibilités là-dessus? Quelles sont vos préconisations? J'ai bien entendu, et c'était une de mes questions aussi, mais c'était en termes de logiciels. Est-ce qu'on peut effectivement ne pas avoir besoin de remettre à jour, de racheter des logiciels, etc. Vous avez dit que la meilleure façon de faire perdurer ce type de matériel, c'est la garantie, mais pour le moment, c'est quelque chose d'un peu hypothétique quand on voit toutes les offres qui nous arrivent. Donc je me concentre simplement sur la fabrication. Les usages, on a beaucoup parlé, même si ça m'interpelle énormément, et ça peut nous faire peur aussi, parce que très honnêtement, le jour
où on est complètement en panne pour différentes raisons et que notre société est devenue la société du numérique et de l'ultra connecté, bon voilà, mais c'est un autre débat. Merci, Monsieur Béry-Débat. Monsieur Ginesta. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants pour la richesse de l'information qu'ils nous apportent. Alors, ma question s'adresserait plutôt à Monsieur Fairboeuf. Vous nous avez expliqué, l'un et l'autre, que la production des éoliennes et des panneaux photovoltaïques nécessitait l'extraction de minerais dont vous nous dites l'épuisement d'ici 40 ans environ, c'est-à-dire dans un délai très court et d'autre part avec une empreinte carbone élevée. Alors, n'est-ce pas contradictoire et même une erreur que de vouloir arrêter les centrales atomiques qui n'ont pas d'empreinte carbone et dont la ressource en minerais est à très long terme encore? Alors, n'est-ce pas un peu contradictoire tout cela? Alors, j'aimerais avoir votre explication d'ingénieur des mines, d'ailleurs. Merci. Merci, Monsieur Longeau. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants. Moi, je voudrais rappeler un rapport d'information que j'ai présidé et dont la rapporteure était notre collègue Marie... ça y est, Marie Blanda. Sur 100 millions de téléphones portables usagés, l'urgence d'une stratégie. Et vous avez, je reprendrai ce qu'a dit Claude Béry-Débat, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, les systèmes que l'on a, c'est peut-être pas obligatoire qu'on soit toujours en train de se dire, va y avoir un nouveau système, va y avoir un... Et comment on fait vis-à-vis des opérateurs qui, poussent à la vente, puisqu'on vend à peu près 25 millions de portables par an en France, et donc une communication très forte pour vendre du portable, mais pas de communication pour dire, attendez, on peut le recycler, parce qu'à l'intérieur, non seulement il y a des terres rares, mais il y a des matériaux précieux. 50 000 portables, c'est 1 kilo d'or, donc c'est quand même important. Et quand on sait que ces terres sont très rares et qu'on en aura de moins en moins, comment on fait pour convaincre nos opérateurs? Et puis cette obsolescence programmée est quelque chose quand même d'important. Je crois qu'on l'avait dit dans une loi, la dernière loi sur l'environnement, qu'il fallait effectivement qu'il y ait des garanties qui aillent au moins 5 ans. Je crois que c'est très important que les garanties sur un téléphone aillent 5 ans et non pas changer ces téléphones tous les 18 mois ou tous les 2 ans. Et puis surtout inciter nos concitoyens qui ne se rendent pas compte de la pollution de ce genre d'outils, et de les rendre, mais pas les rendre pour les rendre, parce que si c'est pour les mettre dans une décharge, c'est inutile, les rendre pour qu'ils soient effectivement réutilisés ou recyclés et qu'ils permettent de fabriquer de nouveaux téléphones portables. Voilà, merci. Merci, Monsieur Longeau. Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci pour vos propos très éclairants. Alors, moi, je voulais vous poser plusieurs questions. Bon, d'abord, parce que, bien sûr, on est bien conscient du défi entre la vitesse de développement et donc résoudre cette équation entre la vitesse du développement du numérique et cette utilisation qui doit être sobre. Alors, je reprendrai la question de Claude tout à l'heure sur le recyclage des terminaux. Quels sont ceux qui se recyclent bien, les ordinateurs, les smartphones ou pas? Quel est le taux de recyclage? Est-ce que ce taux est important? Et en quoi ça pourrait limiter les extractions? Ensuite, sur quelque chose que vous avez évoqué, qui est l'usage des vidéos, qui est très consommatrice. Est-ce qu'il faut réglementer, interdire? Étant donné que sur les fournisseurs, il me semble que la part des films de publicité leur sert à se rémunérer, enfin en quelque sorte à se payer, quoi, et que les consommateurs sont captifs et sont obligés de subir ces petites vidéos de publicité. Quelle est la part entre les films Netflix et les films vidéo publicitaires? Quel est le plus important des deux? Puisque ça a un impact... alors, il y a beaucoup plus de petits films publicitaires que de films Netflix, je suppose, utilisés sur le réseau, encore que je ne le sais pas. Et puis, dernière chose, sur les développements nouveaux, des usages du numérique, et notamment, je pense, parce que c'est quelque chose qui vient de sortir, sur la numérisation, par exemple, des copies d'examen, qui, en quelque sorte, est une utilisation forcée pour les utilisateurs qui sont les professeurs, et qui vont donc engendrer une consommation.
Comment vous voyez que ça fonctionne? Est-ce que justement, il n'y a pas un vide, notamment quand on impose ce genre de choses, on prend des mesures, elles ne sont pas évaluées, et il n'y a quasiment aucun frein finalement à imposer ce genre de choses, et qu'il y a évidemment la loi, on pourrait légiférer éventuellement pour effectivement évaluer et voir si ça rend un service ou pas. Et là, je ne me rends pas compte trop. Ça va solliciter quel genre de choses, ça? De numériser les copies, de corriger par Internet? Est-ce que ça fait beaucoup, ça consomme beaucoup ou pas? Là, je ne me rends pas compte du tout. Et puis, dernière chose, on ne l'a pas évoqué, sur les jeux vidéo qui maintenant fonctionnent avec des plateformes et qui donc sont beaucoup plus consommateurs. Donc c'est une tendance comme ça. Et comment est-ce que là aussi on pourrait éviter cette inflation de consommation? Voilà. Merci. Merci, Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. Et merci à nos deux intervenants pour les propos iconoclastes que vous avez tenus, mais c'est salutaire, c'est très bien. Vous avez indiqué que 80% de l'énergie produite, par exemple, pour faire un smartphone, l'était avant qu'on l'utilise, ce qui veut dire que ça nous renvoie au projet de loi, à la loi que nous avons votée il y a quelque temps sur l'économie circulaire, qui introduisait notamment l'indice de réparabilité des produits et celui de l'éco-conception des produits. Je crois que c'est là qu'il faut faire intervenir notre attention. Nous, législateurs, faire en sorte que dès la conception du produit, on puisse faire en sorte que ce produit puisse être utilisé très longuement, puisque, comme vous l'avez dit, la ressource n'est pas inépuisable. Sachant que, de toute façon, même si l'usage du numérique doit être sobre, on est engagé aujourd'hui dans une société qui va consommer quand même pas mal de services numériques. On a eu un projet de loi santé il n'y a pas très longtemps, où on a travaillé aussi la question de la télémédecine, ce qui veut dire que ces acquis ne pourront pas être remis en cause demain. Il faudra sans doute s'orienter vers d'autres modèles économiques pour concevoir les produits, mais il y a des acquis du numérique qu'il faudra conserver. En cette période d'élection municipale, un élu ne pouvait pas ne pas vous poser la question des smart cities et des villes intelligentes, parce que beaucoup de candidats aux élections municipales mettent dans leur programme ces questions. C'est vrai que quand on se présente aux élections, il vaut mieux paraître intelligent que stupide. Ça fait toujours mieux, surtout quand on aspire à prendre les commandes d'une collectivité. Et donc, parce que souvent, la ville intelligente est adossée à la compétence, au gain de productivité. Alors, ça suppose sans doute qu'il faut déployer un certain nombre d'outils important. Vous en avez parlé de l'effet rebond, j'ai bien aimé, sur les feux. Ça me paraît très intéressant. Est-ce qu'il a été fait un bilan de la fibre optique, du bilan carbone de la fibre optique qu'on déploie un peu partout dans nos collectivités, dans les opérations d'aménagement que l'on fabrique? Parce que là aussi, ça fait partie des questions qu'on doit se poser, à mon avis, sachant que la question de la ville intelligente reviendra sans doute, et c'est une question à laquelle il faudra répondre. Là aussi, il y a des acquis du numérique qui devront sans doute être conservés. Merci. Merci, Madame Filleul. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Les thèmes que je voulais évoqués ont été largement évoqués par mes collègues, donc mes questions tombent. Il me reste simplement à vous féliciter parce que j'ai trouvé vraiment que votre travail était très intéressant et tout particulièrement parce que vous montrez la responsabilité individuelle. Tout ne peut pas être dans les mains des grands groupes, tout ne peut pas être dans les mains du législateur ou des pouvoirs publics, mais chacun, nous avons une responsabilité et vous énoncez des gestes simples qui nous permettraient de réduire considérablement notre consommation de carbone. Et donc, je trouve qu'en cela, vraiment, votre biais, j'allais dire, votre angle d'attaque est vraiment intéressant. Et je crois que maintenant, il nous reste à faire connaître ces gestes simple. Et c'est là tout l'enjeu. Merci beaucoup. Merci. On termine avec Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Merci aux deux intervenants et que moi aussi je veux féliciter pour leur exposé et pour la prise de conscience devant laquelle ils nous mettent. On a vu que les gestes individuels, même s'ils sont indispensables, ne seront pas suffisants. Effectivement, l'éducation à la sobriété est indispensable. Ne pensez-vous pas que quand on parle d'éducation, on parle aussi d'éducation à l'école? On apprend aux enfants à trier les déchets, on éveille les enfants au gaspillage alimentaire.
Envisagez-vous et comment envisagez-vous cette possibilité de faire prendre conscience aux enfants des risques que présente la société dans laquelle ils devront vivre, des dangers qu'elle présente? Est-ce qu'il y a avez-vous fait des propositions au ministre dans le livre blanc que vous leur avez soumis en ce sens? Et si oui, lesquelles? Je vous remercie. Voilà, messieurs, on est arrivé au terme des questions que mes collègues voulaient vous poser. Monsieur Borda, je sens que vous êtes dans le starting block, alors allez-y. Allez, c'est parti. Donc, pareil, je vais essayer de passer en revue les questions. Je ne vais pas toutes les traiter parce qu'il y en a certaines où je ne suis pas compétent et où je pense Hugues Ferbeuf aura peut-être un regard. La vidéo, par exemple, je n'ai pas fait de rapport sur le sujet. Je pense que Hugues sera plus pertinent, etc. Premier sujet, la première question qui a été posée, je les prends dans l'ordre, c'était le recyclage. On collecte très peu nos déchets, même dans un pays extrêmement exemplaire à l'échelle internationale comme la France. La dernière statistique qu'on a, elle date de 2017. Depuis, à ma connaissance, l'ADEME n'en a pas republié. Et en 2017, on collectait 45,1% de nos déchets d'équipements électriques et électroniques en France dans un pays exemplaire. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de nos déchets en France dans un pays exemplaire par rapport au reste du monde, on ne sait pas où ils vont. Donc c'est-à-dire qu'il y en a déjà 50%, on ne peut pas les recycler. Sur ces 45% qu'on a collectés, alors en fait, on recycle très peu et très mal. Si je vous dis recyclage et que vous pensez à une couleur, il y a la couleur verte qui va apparaître dans votre tête. Recycler, récupérer l'or d'un microprocesseur, c'est de l'acide chlorhydrique, du cyanure, des hauts fourneaux, des électrolyses, c'est ça le procédé. Donc recycler, c'est pas magique pour l'environnement, ça peut être intéressant économiquement. Malheureusement, les procédés dont on dispose aujourd'hui ne sont pas suffisamment au point pour récupérer des toutes petites quantités. Il y a de moins en moins de quantités très mélangées de terres rares, d'un certain nombre de minerais qui ont de la valeur économique. Donc aujourd'hui, pour faire simple, on recycle très peu et très mal et a priori, c'est pas prêt de changer, malheureusement. Donc le recyclage n'est absolument pas une solution et la personne n'est plus là, mais quand j'avais été auditionné sur le rapport de Madame Blandin, clairement, ce qui était ressorti du rapport de Madame Blandin, c'est qu'en France, on a organisé pour l'aval, c'est-à-dire qu'on pense à traiter nos déchets, mais on ne pense pas à prévenir nos déchets. Et donc la solution, c'est pas le recyclage, la solution, c'est le réemploi, et c'est de s'assurer qu'on va donner une seconde vie aux équipements avant d'être obligé de les recycler, ce qui donnera du temps à la filière recyclage. Sur les opérateurs qui poussent les internautes, qui poussent les consommateurs à changer de mobile, je ne sais plus qui a posé la question, honnêtement, très clairement, et c'est dans nos propositions, le mobile à 1 € contre réengagement 24 mois, explique pourquoi la durée moyenne de vie d'un smartphone en France est de 24 mois. Je veux dire, il y a un moment, il n'y a pas... mettez en place des offres où, si vous réengagez 3 ans, vous avez un forfait, vous avez un mobile à 1 €, vous verrez que la durée de vie des smartphones passera directement à 3 ans, quoi. Et donc, il y a un modèle économique qui est absolument délétère, qui est celui de faire croire au consommateur que quand il se réengage 24 mois, il va accéder à un smartphone à 1 €, en fait il le paye derrière. Et donc il y a eu des propositions de fait, par exemple, pour interdire ce type de modèles économiques qui sont vraiment catastrophiques pour l'environnement, mais aussi proposer par exemple des coûts totaux de possession ou d'autres affichages du prix de revient global du dispositif. Sur la garantie à 5 ans, et le fait qu'on collecte très peu, c'était donc la conclusion du rapport de Madame Blandin. Très clairement, nous, on est pour la consigne obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'on a un gisement d'équipements qui peuvent être remis en état, c'est-à-dire reconditionnés, pour être réemployés, et on peut développer massivement le marché de l'occasion des équipements numériques. Encore faut-il les collecter, que ça rentre dans la bonne filière de collecte pour qu'on puisse ensuite les reconditionner, les remettre sur le marché. S'il y avait une incitation financière, alors à la fois qui freinerait, c'est-à-dire un surcoût quand on achète un équipement, qui freinerait un peu les achats compulsifs, mais qui serait aussi surtout une incitation à rapporter un équipement quand il fonctionne encore pour récupérer sa consigne, la valeur monétaire de la consigne, et qui permettrait de développer de façon massive le réemploi de ces équipements, là on progresse de façon vraiment conséquente. Et c'est évidemment bon pour l'économie, bon pour les consommateurs, comme vous pouvez l'imaginer. Sur les nouveaux usages, notamment la dématérialisation, y a-t-il des transferts de pollution ? Pardon, la dématérialisation, c'était sur les examens. Alors, à chaque fois qu'on dématérialise, on dématérialise rien.
C'est-à-dire qu'on fait un transfert d'un support papier vers un support numérique. Le support numérique, ce sont des écrans qu'il faut fabriquer, ce sont des serveurs, des ordinateurs, c'est absolument pas immatériel, quoi, concrètement. Et donc, ce qu'on observe quand on parle de dématérialisation, ce qu'on observe, c'est des transferts de pollution, c'est-à-dire qu'on a de nouveaux impacts différents. C'est pas forcément mieux, c'est pas forcément moins bien, c'est juste différent comme type d'impact. Par contre, ça pose la question qui a été soulevée aussi de la santé, du caractère addictif. Faut-il généraliser au point où on est en train de le faire en France, du numérique partout, quand les études scientifiques nous disent qu'on apprend mieux à parler et à penser en écrivant avec un stylo dans la main, quoi. Il y a des enjeux, pour moi, cette question, elle relève plus de la dimension sanitaire et éducative, etc. J'ai presque fini. Pour laisser la parole à Hugues, sur les jeux vidéo, la question qui a été abordée, j'ai réalisé la seule étude qui existe au niveau mondial en analyse de cycle de vie comparative multicritère ISO 14044 à revue critique, c'est-à-dire le standard international. Il y en a une qui existe, qui a été réalisée pour un éditeur de jeux vidéo français. Je ne peux pas vous donner toutes les conclusions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les tendances actuelles de ce que vous appelez la plateforme, et notamment ce qu'on appelle aussi le streaming de jeux vidéo, va avoir un impact délétère, notamment du fait de l'effet rebond qui était évoqué par Hugues. Pourquoi ? Parce que les gens qui ne jouaient pas avant vont pouvoir jouer. Donc on va avoir des centaines de milliards d'heures de jeux vidéo qui n'existaient pas. Et donc en valeur absolue, on va augmenter considérablement l'impact du jeu vidéo. Sur les smart cities, c'est simple. Si vous croyez aux rêves et si vous avez envie de rêver aux illusions, croyez aux illusions. Comment allons-nous fabriquer tout le numérique, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, la smart city, c'est-à-dire des écrans partout, du réseau partout, des capteurs partout? Comment on va faire avec les stocks actuels de minerais? Il y a un décalage qui est absolument ahurissant entre les réserves actuelles et le rêve un peu qu'on nous vend d'un monde hyper connecté, hyper intelligent, hyper numérisé. Moi, je vois pas, personnellement, en faisant des règles de 3, je vois pas comment on fait. J'ai peut-être pas fait assez d'études, mais franchement, je vois pas comment on fait. Sur la fibre, eh bien, je sais plus qui posait la question. La fibre, c'est une très bonne solution. Pourquoi ? Parce que les photons, en fait, consomment peu d'énergie et parce que il n'y a pas de rayonnement électromagnétique, il y a tout sur les enjeux sanitaires, etc. Et donc, la fibre, c'est une très bonne solution, finalement. Alors, c'est pas wireless, il faut se connecter, mais c'est une très bonne solution, la fibre, pour désenclaver des territoires en ayant peu d'impacts environnementaux, concrètement. Et enfin, sur l'éducation à l'école, c'est la 26e proposition que j'ai portée dans le livre blanc qu'on a coécrit avec l'IDRI, la FING, le WWF France et donc greenIT.fr, qu'on a remis donc à Madame Brune Poisson et Monsieur Mounir Majoubi. Il y a 2 ans, on a proposé de fournir des kits pédagogiques, évidemment avec une revue de pairs, un consensus d'acteurs représentatif pour qu'il n'y ait aucun biais, que ça soit tout à fait impartial et avec toutes les précautions et les réserves. Le seul ministère avec lequel on n'arrive pas à discuter, je vais me faire des ennemis, c'est pas grave, c'est le ministère de l'Éducation nationale. On parle des digital natives, c'est la génération des enfants qui sont à l'école. On est en train de faire des digital natives qui sont analphabètes du numérique responsable. C'est absolument paradoxal. C'est-à-dire que les plus gros utilisateurs sont ceux qui connaissent moins bien le sujet. Et c'est leur avenir dont on parle. Je veux dire, nous, on n'a pas leur âge, on est un petit peu plus vieux, pour la plupart d'entre nous. Et le sujet, c'est qu'on est là pour leur avenir quand on parle des sujets qu'on évoque. Et donc, c'est absolument critique, mais alors, encéphalogramme plat. Je sais que c'est pas politiquement correct ce que je dis, mais 0 retour. Il n'y a rien qui bouge. On ne sait pas pourquoi le ministère de l'Éducation nationale ne réagit pas à ces propositions. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas tout vous dire, mais bon. Voilà. On en garde un peu pour monsieur. Comment ? Oui, c'est pas une nouveauté, mais c'est tragique, quoi. Voilà. Bien, on laisse quelques éléments de réponse à monsieur Ferboeuf. Oui, donc quatre points. D'abord, je reviens encore une fois sur le schéma qui est projeté. Je vois que, en fait, on a parlé de choses qui sont du ressort des croyances, c'est-à-dire que la dématérialisation, c'est du ressort de la croyance. Mais comme l'a dit Frédéric, ça n'est pas une réalité. Passer du papier au numérique, ça ne veut pas dire qu'on dématérialise. Ça veut dire qu'on matérialise d'une autre façon. Et dans certains cas, c'est bien, et dans certains cas, ça ne l'est pas. Donc malheureusement, ça n'est pas blanc et noir, et il faut avancer un peu plus loin dans l'analyse. De la même façon, la fibre optique et la couverture radio, ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, l'une est plus vertueuse que l'autre, même si elle apparaît moins sexy.
Donc, j'insiste encore une fois, l'information en la matière me semble fondamentale pour mettre à plat ce genre de questions, désamorcer un certain nombre de croyances. Et je pense que si on fait ça, ça c'est mon deuxième point, on pourra effectivement se servir très efficacement du levier qu'est l'exercice de la responsabilité individuelle. J'ai au moins deux exemples en tête. Alors, visiblement, on ne peut pas compter sur l'éducation nationale pour avoir une action coup de poing pour ralentir l'usage des écrans, mais on peut peut-être compter sur les parents. Oui, mais j'ai encore la naïveté de le croire. Et donc, là aussi, si on nous informe que l'usage des écrans, non seulement ça a des impacts carbone très importants, mais ça a aussi des impacts sanitaires. Et d'abord, il y a des pays aujourd'hui où, lorsqu'on laisse un enfant utiliser un écran d'un certain âge plus d'1h30 par jour, on est passible d'une amende. Donc je ne dis pas qu'il faut arriver à ça, mais je dis simplement que ce levier, il faut vraiment l'exploiter. Tout dépend de ceci, dépend non seulement de l'avenir de la planète, mais également l'avenir des enfants. Un autre exemple d'exercice ou plutôt d'impact de l'exercice de la responsabilité individuelle, c'est ce que je vois qui se passe au niveau des entreprises. Énormément d'entreprises, par rapport à il y a encore un an, sont en train de réfléchir à comment mieux piloter environnementalement leur système d'information. Pourquoi ? Eh bien, la raison essentielle, c'est parce que les candidats qu'elles souhaitent embaucher sont devenus beaucoup plus regardants sur la capacité de l'entreprise à être vertueuse d'un point de vue environnemental, et y compris au système de formation. Or, comme il y a aujourd'hui moins de compétences disponibles sur le marché sur un certain nombre de métiers numériques que de besoins, ces gens-là sont en position de force, et donc un DSI qui aujourd'hui n'est pas capable d'indiquer à quelqu'un qui veut recruter qu'il a bien dans ses cartons et est en train d'appliquer une stratégie de pilotage environnemental du système de formation, eh bien, il a peu de chances d'arriver à embaucher le candidat qu'il veut embaucher. Et donc c'est en fait le ressort principal qui fait que les entreprises sont aujourd'hui en train d'évoluer. Donc là aussi, on voit que l'exercice de la responsabilité individuelle, il peut avoir un impact, y compris à l'échelle des systèmes. Le troisième point, c'est que on a cité plusieurs types d'applications, et là encore, tout ne se vaut pas. Clairement, certaines applications de télémédecine sont évidemment à regarder favorablement. En ce qui concerne les smart cities, j'en ai parlé tout à l'heure, eh bien ça dépend. C'est-à-dire que la réponse à ça, c'est effectivement, il faut faire un bilan carbone prévisionnel et s'interroger non seulement sur la couche technologique que l'on veut mettre en place à travers ce concept de smart city, mais également la formulation des politiques qui vont permettre de faire en sorte que la smart city serve effectivement à ce que l'on veut qu'elle serve. Donc là, ça n'est pas tranché. Et dernier exemple, les jeux vidéo en ligne. Tout à fait d'accord avec Frédéric. Il va y avoir un effet rebond énorme sur cette chose-là, qui va donc amplifier encore la croissance des flux vidéo. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, on va faire du jeu vidéo en ligne avec de la définition, haute définition, mettons, mais demain, et notamment, vous pouvez voir certains acteurs qui commencent à en faire la promotion. Par exemple, grâce à la 5G, on pourra jouer en ligne sur son mobile en réalité virtuelle. Et donc là, on multipliera par 10 le flux de données que l'on consommera. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment un usage à favoriser, compte tenu de tout ce que nous avons à faire par ailleurs ? Je ne pense pas.
Enfin, dernier point, ça n'a rien à voir avec le numérique, mais la question m'a été posée, je sais y répondre. Vous avez fait allusion, monsieur le sénateur, au fait que la mise en place des énergies renouvelables eh bien, ne peut pas se faire sans la consommation d'un certain nombre de ressources. Et je rajouterais même que, de ce fait, aucune énergie renouvelable n'est totalement décarbonée. Toute énergie est carbonée, plus ou moins, mais elle l'est. Et en ce qui concerne le nucléaire, d'un point de vue purement technique, effectivement, l'énergie nucléaire aujourd'hui fait partie de celles qui sont les moins carbonées. Si notre objectif principal est bien de rester en dessous d'un réchauffement de 2 degrés, la priorité n'est pas de démanteler les centrales nucléaires. Voilà, vous venez d'assister à une table ronde organisée autour de l'empreinte carbone du numérique. Un chiffre peut-être à retenir. En 2018, le numérique aurait été responsable de 3,8% des émissions totales de gaz à effet de serre. Voilà, la mission d'information va maintenant poursuivre ses travaux. Ses premières conclusions devraient être rendues d'ici au mois de juin. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, sur Public Sénat. En attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée sur notre antenne.